Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de podcastscience.fm, la science sans prise de tête. Alors comme vous l'avez compris, ce podcast, c'est le premier épisode, c'est un podcast dans lequel on va parler de science. On va essayer de vulgariser un certain nombre de thèmes scientifiques, parce que c'est vrai que la science, c'est des fois un peu rébarbatif, ennuyeux, c'est pas forcément très accessible selon comment c'est présenté. Donc vu qu'on est des passionnés de science, on va essayer de vulgariser tout ça, rendre la science un peu plus sympa, un peu plus sexy. Alors en fait, pour faire ce podcast, on va introduire un certain nombre de choses dans ce podcast. On va parler de news, de l'actualité récente scientifique. On va aussi traiter certains dossiers. Ça va dépendre un peu des semaines et tout ça. Et on est deux pour faire ce podcast. Il y a moi-même, Mathieu Favé, et mon compère Alan von Lanten. Donc je vais peut-être vite me présenter avant de passer le micro à Alan. Donc je m'appelle Mathieu Favé, je suis informaticien. Je développe actuellement des applications pour Android. Pour ceux qui ne connaissent pas Android, c'est une plateforme pour smartphone de nouvelle génération. C'est en fait Google qui propose une technologie pour développer des applications sur des smartphones. C'est un peu l'équivalent de l'iPhone, mais version Google. Alors ça, c'est mon activité journalière. À côté, je suis aussi évidemment passionné de science. Donc voici le pourquoi du comment de ce podcast. Et je suis aussi un gros fan de foot. Donc j'ai passé un bon début d'été avec le mondial. J'en ai bien profité. Et puis j'attends avec impatience le prochain mondial. Mais bon, il y a encore un petit peu à attendre là. Alors voilà pour moi. Je vais vous passer Alan, mon compère. Alan, t'es là? Tu nous entends? Salut Mathieu, je suis là, ouais. Ouais. Merci pour cette présentation. Peut-être encore juste préciser une chose, c'est que tu vis à Barcelone. Aujourd'hui, exceptionnellement, tu te trouves également en Suisse, mais en principe, on va faire ce podcast à distance, à travers Skype. C'est un podcast international. Alors moi, je vais aussi me présenter en deux mots. Comme toi, passionné de science. En fait, on a plein de points communs à la réflexion. Je travaille aussi dans l'informatique. Moi, je suis pas développeur, mais consultant et chef de projet sur des projets Internet notamment. Également passionné de toutes sortes de choses. Alors un peu moins de foot, un peu plus de musique. Mais notre point commun, c'est la science. On C'est en a c'est au pour moins ça qu'on un, est c'est là. déjà ça, quoi. Exactement. Donc moi, j'habite à Lausanne, en Suisse. Euh, Et que dire d'autre? Que je suis content de démarrer ce podcast. Je me réjouis. Je trouve que l'idée est super cool. Donc, autant préciser d'emblée, enfin, on l'a fait maintenant, on n'est pas scientifique ni l'un ni l'autre. On est juste passionné, puis on a envie de partager notre passion. Je pense qu'il y a pas mal à faire dans la vulgarisation scientifique. Souvent, les concepts, comme tu le disais, sont présentés comme étant rébarbatifs, ça fait peur. La science, ça a l'air extrêmement sérieux. Euh, Moi, je trouve que souvent, c'est cool. C'est vraiment des concepts géniaux. Puis voilà, je pense qu'en faisant un petit effort hebdomadaire, on doit réussir à partager cette passion. J'espère qu'elle est communicative. D'ailleurs, ouais, Euh, excuse-moi, je sais pas si je l'ai dit, on va essayer de faire un podcast hebdomadaire justement, de faire un épisode par semaine. Alors voilà, je sais pas, je savais plus si je l'avais dit, mais je le rajoute pour que vous le sachiez. Donc chaque semaine, on va faire un nouvel épisode et on va un peu introduire des nouvelles thématiques scientifiques. Voilà, je te laisse la parole, Alan. Juste peut-être encore une bricole pour dire que on va essayer de rendre ce podcast aussi interactif que possible. On invite les auditeurs à partager leurs commentaires, leurs désirs pour qu'on traite de tel ou tel sujet, et puis à être critique, quoi. Faut y aller, on veut faire de la qualité, donc si on n'est pas à la hauteur, lâchez-vous. Soyez quand même Euh, un petit peu indulgent au début, vu qu'on n'a pas trop ouais, l'habitude pour la de première. de parler derrière un micro, on risque de balbutier un peu les premières fois, donc soyez un peu indulgents, mais sinon on est à l'écoute de vos commentaires. Il n'y a pas de Ouais, souci. on est à l'écoute, donc on a un site web qui vous permet de réagir par des commentaires. Tu peux peut-être donner l'adresse, Mathieu? Alors, le site web, il s'appelle podcastscience.fm, donc podcast science en un mot et .fm. Donc, Voilà, tout collé, tout au singulier. On nous trouve aussi sur Twitter et sur Facebook. donc Twitter, l'utilisateur c'est Podcast Science et Facebook, on a une page Facebook. Si vous la cherchez, si vous cherchez Podcast Science, vous la trouverez.
Voilà, donc je crois que les présentations sont faites. Ouais, On peut attaquer. on peut Donc, attaquer. Moi, je voulais juste. J'ai entendu dire qu'on t'appelait un petit peu. Je crois que tu as déjà fait deux, trois interventions sur deux, trois podcasts et on t'appelait Professeur Fun sur ces comme tu vas. podcasts. À deux, trois podcasts. D'abord, c'est un podcast. Un podcast. Ouais, un podcast ami, peut-être un peu parrain, on pourrait dire même, parce que franchement, c'est cette formule-là qui nous a encouragés à démarrer. Euh, je ne sais pas si on aurait démarré sans ça. C'est le podcast NipTech, donc qui parle pas de science, mais qui parle de tech, un podcast hebdomadaire, également fait par deux compères suisses, là aussi plein de points communs, dont l'un est à l'étranger, il est en Irlande. Alors on a un peu piqué des idées quant aux technologies utilisées, on a fait de l'espionnage industriel. Et puis alors, effectivement, j'ai eu le plaisir d'être invité à deux reprises chez Niptech et on m'a amicalement surnommé le professeur Fun. Alors peut-être si ça se trouve, une fois ou l'autre, je t'appellerai aussi Professeur Fun. Je trouve ça sympa. Le petit pseudo. Faudra pas t'étonner si je t'appelle comme ça. Ok, ça marche. Alors, on va peut-être commencer par une première news, en fait. En fait, c'est une news que j'ai lue durant l'été, sur une thématique que je connaissais pas du tout et j'ai trouvé intéressant. Alors, je pense que tu n'es pas sans savoir, Alan, il y a tout un certain nombre de problèmes en mathématiques qui n'ont jamais été démontrés. On n'arrive pas à les démontrer. C'est des problèmes qu'on appelle millénaires, en fait. C'est des problèmes mathématiques, voilà, et on attend que quelqu'un trouve la solution pour démontrer ces problèmes. Alors, vu que c'est des problèmes très costauds, il y a un certain nombre d'instituts qui proposent même des récompenses aux scientifiques. Donc, des récompenses, ça peut aller jusqu'à 1 million de dollars pour le scientifique qui arrive à résoudre ces problèmes. Et visiblement, il y a un chercheur indien des laboratoires de Hewlett-Packard qui aurait réussi à démontrer un de ces fameux problèmes. Alors, Ok, donc tu peux nous en dire un j'ai peu pas plus? pris le C'est lequel sujet le problème? plus simple pour ce premier podcast parce que ouais, c'est assez ardu. Mais bon, ça va être un bon exercice pour moi pour essayer de vulgariser ça. Donc en fait, le problème, si on le pose formellement, ça va pas vous dire grand-chose, c'est essayer de démontrer que P n'est pas égal à NP. Alors bon, dit comme ça veut rien dire. Ouais, Mais en, jusque-là, ça semble assez évident. mais en fait, P n'est pas égal à NP, c'est en fait une problématique qui se pose dans ce qu'on appelle la théorie de la complexité. En fait, dans la théorie de la complexité, on distingue deux grandes familles de problèmes. Il y a les problèmes qui sont faciles à résoudre, donc on appelle ces problèmes des problèmes de type P, et il y a des problèmes dont on peut facilement vérifier la solution. Donc ça, c'est des problèmes de type NP. Donc je répète, il y a des problèmes dont on peut facilement trouver la solution, c'est des problèmes de type P, et des problèmes dont la solution est facilement vérifiable, c'est les problèmes de type NP. Donc dire que P n'est pas égal à NP, finalement, c'est essayer de donner une réponse à la question suivante. La question, ce serait celle-ci. Une solution facile à vérifier est-elle facile à trouver? Je ne sais pas si tu me suis jusqu'à présent. À peu près. Ah, attends, heureusement qu'on s'est fixé pour objectif de vulgariser et de rendre les choses simples, Alors, parce que là, je sais pas ce que ça aurait été. je vais essayer d'expliquer ça. En fait, tout le problème est de savoir si une solution qui est facile à vérifier, si elle est aussi facile à trouver. Donc, pour essayer de comprendre ça, on va retourner la formulation, la formule à l'envers. Au lieu de dire est-ce qu'une solution facile à vérifier est-elle facile à trouver, on va dire est-ce qu'une solution facile à trouver est-elle facile à vérifier? Donc, une solution, en l'occurrence, c'est par exemple un code secret. Alors ça pourrait être ça. Ça pourrait être D'accord. ça. Là, je vais peut-être prendre un exemple. C'est pas un code secret, mais j'aurai peut-être un exemple un peu plus tard, un peu en relation avec le code secret, un autre exemple. Mhm. Donc, par exemple, si on prend une équation toute simple, 2 plus x est égal à 4, c'est tout simple. Si on veut résoudre cette équation, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, on passe le 2 de l'autre côté du signe égal. Donc, x plus 2 égale 4 devient x est égal à 4 moins 2. Mhm. Donc 4 moins 2 est égal à 2, donc x est égal à 2. On est d'accord Ouais, jusque-là. jusque-là, c'est à ma portée, c'est bon. Donc on voit que c'est une solution facile à trouver et rapide.
D'accord? Ok, C'était donc celle-là, elle était facile à trouver. facile à trouver. Maintenant, est-ce qu'elle est facile à vérifier? Alors, pour Euh, vérifier cette équation, qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé que la solution, c'était que x égale 2. Donc, pour la vérifier, on reprend l'équation, x plus 2 est égal à 4. On remplace x par 2. Donc, ça fait 2 plus 2 est égal à 4, ce qui est juste, ce qui est vérifié. En principe, ouais. D'accord? Donc, on voit qu'intuitivement, une solution facile à trouver, elle est aussi facile à vérifier, dans ce sens-là. Jusque-là, Si on ouais. prend dans ce Mhm. sens-là, c'est clair. Ça, c'est quelque chose qui a été démontré déjà depuis longtemps. Le problème n'y est pas là. Le problème, il se pose quand on tourne cette question à l'envers. Au lieu de dire, OK, c'est une solution facile, on peut la vérifier facilement, est-ce qu'une solution qui est facile à vérifier est-elle aussi facile à trouver? Donc, c'est D'accord. ce qu'a essayé de démontrer ce chercheur indien. Il a visiblement réussi à démontrer qu'une solution facile à vérifier n'est peut-être pas forcément facile à trouver. Alors ça, il faut que ce soit encore validé par toute la communauté scientifique, il n'y a rien d'officiel, mais visiblement, il propose une approche assez intéressante. Donc pour bien comprendre, si on reprend la formulation initiale, une solution facile à vérifier est-elle facile à trouver? On peut prendre un exemple pour revenir sur tes codes secrets là. En fait, cette problématique, on la retrouve quasi quotidiennement dans la transmission d'informations, en fait, dans ce qu'on appelle la cryptographie. Mhm. En fait, qu'est-ce que c'est la cryptographie? Quand on veut transmettre une information d'un émetteur à un destinataire, on a deux moyens de le faire. Ou on peut transmettre une information, ce qu'on appelle en clair, c'est-à-dire telle quelle. Si je veux envoyer le message bonjour à un destinataire, je l'envoie. Le destinataire va recevoir bonjour, il va le lire, il va comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? S'il y a quelqu'un qui intercepte la communication, ben, cette personne qui intercepte la communication, vu que le message bonjour est transmis en clair, il va aussi pouvoir le lire. Et on n'a peut-être pas envie qu'il le lise. Ouais. Alors, pour ce faire, ce qu'on fait généralement, quand on a des données sensibles, qu'on ne veut pas qu'elles soient lues, ce qu'on fait, c'est qu'on chiffre cette information, ce message. C'est-à-dire, on applique des techniques de cryptographie. Donc, quand on chiffrer un message, ça veut dire qu'on le réencode d'une manière pour qu'il soit pas lisible quand on attrape le message. Donc, généralement, ce qu'on fait pour que le destinateur puisse lire un message encrypté ou chiffré, ce qu'on fait, c'est qu'on passe une clé au destinataire. Mhm. Et en fait, ce problème de clé, c'est un peu dans l'idée d'un problème, est-il facile à vérifier? Si un problème facile à vérifier est aussi facile à trouver, parce que quand un destinataire reçoit une clé, lui, le destinataire, il veut rapidement et facilement que la clé soit vérifiée comme la bonne clé. Il Mhm. veut pas, quand il reçoit une clé, attendre 2 heures pour pouvoir savoir si la clé qu'il a reçue c'est la bonne ou pas la bonne, et après pouvoir déchiffrer son information. Il veut que ce soit fait instantanément. Donc on voit qu'actuellement, généralement, quand on fait une communication chiffrée, ben, le destinataire qui reçoit la clé, il peut vérifier très facilement que c'est la bonne clé. Par contre, Donc une communication chiffrée, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est quand tu te connectes à ton compte e-banking. euh, c'est ce genre de choses. c'est justement quand on doit Ouais. transmettre par exemple des informations bancaires ou des informations privées qu'on n'a pas envie qu'elles puissent être interceptées. Là, on Mhm. fait des transmissions chiffrées justement. Donc on voit que dans une transmission chiffrée, la clé, on peut facilement vérifier que la clé est la bonne clé. Par contre, si Ouais. quelqu'un tente d'intercepter la conversation, s'il veut obtenir la clé qu'il ne connaît pas pour pouvoir déchiffrer le message, il faut que ce soit dur à trouver cette clé, il faut que ce soit difficile. D'accord. Donc, Ah ouais, ouais, ok, donc ça commence à faire sens tout ça. on retrouve la formulation initiale qui disait qu'en fait, dans ce cas de figure de la clé, c'est une solution facile à vérifier. La clé, on peut facilement Mhm. vérifier, mais c'est difficile à trouver la clé. Ouais, on veut surtout pas que la On clé veut soit surtout facile à pas. trouver en l'occurrence. Donc en Mhm. fait, on s'est basé sur cette hypothèse depuis longtemps en informatique, comme quoi une solution facile à vérifier n'est pas forcément facile à trouver, mais on n'avait jamais réussi à le démontrer formellement en mathématiques. Et visiblement, cet Indien a réussi à démontrer formellement qu'une solution voilà, facile à vérifier n'est pas forcément facile à trouver. Elle peut l'être, mais pas forcément.
D'accord. Ouais, bah ça vaut le million de dollars. Là. Je conçois. Ouais, alors comme j'ai dit, il faut encore que ce soit validé par toute la communauté scientifique. Donc voilà, on vous tiendra au courant si on a des nouvelles à ce sujet. Et bon, moi j'ai trouvé marrant parce que c'est en fait ce genre de questions, ça peut paraître un peu tordu comme ça, mais en fait on se rend compte que ça amène à des applications quotidiennes, comme par exemple quand vous vous connectez justement sur votre compte de e-banking, vous le faites très souvent, et ben finalement derrière il y a cette problématique de solutions faciles à vérifier, mais qui n'est pas forcément facile à trouver. Ouais, donc à la réflexion, ça vaut peut-être même un petit peu plus qu'un million de dollars, parce que si, si le gars, si cet Indien avait démontré le contraire, je pense que ça aurait mis l'industrie bancaire dans une certaine difficulté. Effectivement, effectivement, quoi. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a, dans un des articles qui explique ça, il y a un scientifique qui croit qu'on va pas, que la démonstration qu'a fait cette personne, cet Indien, en fait, il va pas arriver à démontrer le problème, donc il a rajouté 200 000 dollars au prix initial de 1 million de dollars parce qu'il croit que finalement cette démonstration, elle va pas être valide. Donc, Il est sûr de son coup, là. on va voir, quoi. Donc voilà pour cette news, quoi. Alors j'espère avoir été clair. C'est vrai que c'est un peu Ah, difficile. t'as choisi un sujet hard pour Ouais. commencer, quand même. Hein. Mais écoute, non, au final, moi, j'ai trouvé clair. J'ai dû m'accrocher un peu, mais à la fin, c'était très clair, quoi. Effectivement, si on se met dans ce scénario, dans ce cas d'utilisation de la clé secrète d'un compte e-banking, on veut que ce soit facile à vérifier, c'est-à-dire effectivement pas que quand tu te connectes, tu dois attendre 2 heures avant de pouvoir voir ce qui se passe sur ton compte, mais il faut que ce soit absolument impossible à trouver, c'est tout à fait clair. Et je m'étais pas rendu compte qu'on n'avait pas de théorie là derrière, qu'on savait pas pourquoi, même si c'est effectivement contre-intuitif, quoi. C'est vrai, l'exemple que tu as donné Ouais, avec. parce que si on retourne la formulation à l'envers, donc une solution facile à trouver, elle est facilement vérifiable, Mhm. mais pas l'inverse. Donc c'est Ouais. ça qui est un peu perturbant, quoi. Ouais, non, c'est super intéressant. Et c'est marrant, quoi, toutes ces preuves mathématiques qu'on prend pour évidentes, qu'on accepte, A carré plus B carré égale C carré, bah, il a fallu les trouver aussi. Alors, apparemment, c'était des processus qui nécessitaient moins de moyens à l'époque. Mais toujours est-il qu'avant d'arriver à une telle vérité, ben, il faut y aller. Ouais. Ouais, il faut y aller. J'avais lu il y a quelque temps un livre super intéressant de Simon Singh, un scientifique anglais, euh, le dernier théorème de Fermat, ça s'appelait, je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, oui, oui. Ouais. Donc là aussi, Fermat, c'était un mathématicien amateur du XVIIe siècle, hein, donc ouais, amateur un peu dans notre genre, quoi. Ah, ouais, peut-être un peu moins quand même. Ouais, un peu, ouais, beaucoup moins même, parce que il s'amusait à établir des théorèmes, c'est-à-dire des preuves mathématiques, justement comme le théorème de Pythagore. Personne ne sait comment il s'y prenait pour y arriver, mais il y arrivait. Et puis, tout a été vérifié. Pratiquement tout ce qu'il a fait a été vérifié, sauf un dernier théorème qui restait pendant 250 ans que personne a pu vérifier. On savait juste ce qu'il a indiqué dans la marge, c'est-à-dire qu'il avait la solution, mais il a marqué dans la marge, je n'ai pas la place dans cette marge pour écrire la solution. Donc il a fallu que toute une communauté de mathématiciens s'y Et mettent pendant des siècles avant d'y j'ai arriver. vu qu'un Anglais, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, avait réussi à démontrer ce théorème. Il y a une quinzaine d'années, ouais, ouais, Ouais. c'est exactement ça. Un truc qui était, en fait, ça me paraît encore plus simple à comprendre. Euh, voilà, j'ai donné l'exemple du théorème de Pythagore, a carré plus b carré égale c carré. Ben, lui, ce qu'il disait, c'est que a cube plus c cube ne peut jamais, non, pardon, a cube plus b cube ne peut jamais être égal à c cube, D'ac- etc. A puissance 4 plus b puissance 4 ne peut jamais être égal à c puissance 4. Puis on ne sait pas comment il était sûr de son coup, parce que voilà, on n'a jamais retrouvé ses notes. Et puis finalement, il s'est avéré qu'il avait raison. Alors, comment ce mathématicien anglais, à grand renfort de moyens informatiques, est arrivé à valider le théorème, j'en sais rien. Mais, enfin, je trouve assez drôle, quoi. C'est assez génial, ces problèmes
de logique absolue Ouais, finalement. on les appelle millénaires, ces problèmes. C'est tous des problèmes qui sont là depuis, entre guillemets, la nuit des temps, et qu'on n'a pas encore réussi à démontrer. Il y en a tout un certain nombre. Donc voilà, on espère pour cet Indien qui va gagner ce petit million de dollars. Mais en fait, lui, en fait, ce qu'il a fait, cet Indien, c'est que, en fait, pour ces récompenses, elles sont souvent émises par des instituts scientifiques et tout ça. Et en fait, quand quelqu'un propose une démonstration sur un de ces problèmes, s'il veut opter à la récompense, il doit proposer à un comité de lecture de ces instituts, évidemment. En premier lieu, il doit soumettre sa démonstration à des comités de lecture de ces instituts pour qu'ils puissent la valider. Mais lui, ce qu'il a fait, cet Indien, c'est qu'il n'a pas soumis à ces instituts, il l'a soumis à la communauté scientifique mondiale. Et donc il a publié sa démonstration. Donc il ne s'est pas directement dirigé à un de ces instituts qui donne des récompenses. Donc il a trouvé plus sympa de la distribuer à la communauté scientifique d'une manière plus ouverte et plus générale, et pour voir ce qu'en pense la communauté scientifique. Ouais, d'accord, c'est de la science open source. Voilà. Ouais, bah, moi je me réjouis de connaître la suite, surtout s'il a touché ou pas le million. Il y en a qui doivent bosser plus que d'autres pour, pour arriver à 1 million de dollars quand même. Il les aura bien mérités si c'est bon. Ouais. Alors écoute, moi je vais rebondir là-dessus parce que on vient d'évoquer en fait une preuve mathématique. Et bien moi j'ai préparé un petit dossier sur la notion de preuve scientifique. Donc les dossiers, t'en as parlé en intro. Quand on aura le temps d'en faire, on en fait. Si on n'a pas le temps, tant pis. Mais quand on y arrive, ben, j'espère que ça va rapidement devenir une de nos marques de fabrique. L'idée va être de décortiquer un des grands thèmes de la science et puis de le présenter de la manière la plus simple et la plus digeste possible en essayant de pas trop la déformer. Et puis l'intégralité du dossier sera publiée sur le site web chaque semaine. Alors peut-être une petite parenthèse pour commencer. Comment est-ce qu'on choisit les sujets de ces dossiers? Ben, moi, je vois deux options. Soit on s'attaque aux sujets qui nous inspirent et qu'on a envie de partager. D'ailleurs, comme ça fait un petit moment qu'on parle de ce podcast. On a eu un peu l'occasion d'y réfléchir. Puis moi, j'ai déjà un ou deux dossiers dans le tiroir en réserve, hein, sur l'ADN mitochondrial et puis l'autre sur l'effet placebo, qui sont des sujets absolument, absolument fascinants. Mais ce qui serait encore mieux, je pense, c'est qu'on se tourne vers nos auditeurs et qu'on leur demande de nous souffler des sujets. D'ailleurs, à cet égard, un futur auditeur, enfin à partir de maintenant, ça va devenir un auditeur, j'espère, mais jusqu'à hier, c'était un futur auditeur. C'est justement Ben de Niptech Podcast qui m'avait demandé un sujet sur la théorie des cordes. Et puis, c'est là qu'on mesure à quel point la vulgarisation scientifique est un exercice drôlement difficile, quoi. Ouais. Le sujet est tellement costaud Ouais, le que moi, j'ai sujet de la jamais encore théorie des fait le boulot. cordes, j'avais déjà un peu aussi étudié la chose, c'est assez costaud, mais ça peut être sympa d'essayer de faire un dossier là-dessus. On y viendra tôt ou tard, ouais. Voilà. Il faut qu'on trouve l'angle, quoi. Donc, désolé Ben, ce sera pour plus tard. Mais moi, je me sacrifie pour ce thème-là. Alors, je sais pas quand je vais le faire, mais je suis assez pour aussi un peu parler de la théorie des cordes, quoi. Ah, t'aimes bien les sujets costauds, toi, hein? Bah, j'aime bien la physique en fait. J'aime bien tout ce qui est physique quantique, physique fondamentale, tout ça. Et ça m'intéresse assez, donc je suis aussi assez régulièrement les news qui tournent là autour et j'ai déjà une petite idée un peu générale de ces choses-là. Donc ouais, ce sera l'occasion de formaliser un peu mieux mes idées, ma compréhension de ces sujets. Ah, c'est formidable. Tu m'enlèves une grosse épine du pied, là. Donc, pour aujourd'hui, comme dossier, moi, je propose une petite réflexion sur la notion de preuve scientifique. Parce que c'est devenu un véritable mantra. On dirait que la preuve scientifique, à certains égards, est comme une nouvelle religion. Euh, et ça a l'air d'être devenu l'argument publicitaire ultime pour vendre tout et n'importe quoi, des pâtes dentifrice, des gélules amincissantes, des poudres à lessive. Et puis accessoirement, il y a un autre contexte dans lequel la preuve scientifique a le dernier mot, c'est dans les tribunaux du monde entier. Et pourtant, la preuve scientifique n'existe pas. Ah bon? Ouais, j'aime bien lancer ça comme ça. Un gros pavé Le dans la petit mare. sujet, La preuve scientifique exactement, n'existe pas. le petit sujet à réflexion. Donc la preuve mathématique dont on vient de parler, le théorème, ça c'est clair, c'est imparable, c'est inévitable, c'est infalsifiable, quelle que soit l'époque, la culture, le contexte. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est toujours égal à la somme des carrés des catètes. Ouf, j'ai réussi.
Toujours, partout. Mais une preuve scientifique, c'est un peu plus compliqué. Si on prend par exemple la loi universelle de la gravitation qui a été formulée par Newton au XVIIe siècle, qui est pourtant valide, ça marche, ça permet de comprendre pourquoi les choses tombent, le pourquoi et comment des marées, les interactions entre les astres, cette loi a priori universelle, entre guillemets, ne suffisait pas pour expliquer des minuscules anomalies dans l'orbite de Mercure, la première planète du système solaire, celle qui est la plus proche du Soleil. Alors que la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, quant à elle, explique non seulement la gravité, en se basant sur une approche complètement différente, mais en plus, elle permet aussi de prédire et d'expliquer ces variations dans l'orbite de Mercure. Donc la preuve scientifique de Newton a été supplantée par la preuve scientifique d'Einstein. D'accord. D'ailleurs, si la théorie d'Einstein reste aujourd'hui la théorie de référence en astrophysique, on sait déjà aujourd'hui qu'elle n'explique pas tout non plus, et que tôt ou tard, elle finira par être mise en question. D'ailleurs, la théorie de la $1 D'ailleurs, la théorie de la relativité d'Einstein explique des phénomènes qui se passent dans l'infiniment grand, donc planètes, astres et tout ça, mais n'arrive pas à expliquer certains phénomènes dans l'infiniment petit. Exactement. Elle a aussi ses limites à ce niveau-là, quoi. Ouais. Je suppose que tu y viendras quand tu nous expliqueras la théorie des cordes. Voilà. On va laisser ce sujet de côté pour l'instant. Donc, si je reviens à ma notion de preuve, si une théorie prouvée peut être remise en question par une autre théorie 2 siècles plus tard, est-ce qu'on peut encore parler de preuve? Pour ma part, je pense que non. Donc, contrairement aux religions, il n'y a pas de vérité en science. Puis, d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de la démarche scientifique. Son moteur, c'est le doute, c'est pas la certitude. La science, c'est plus une question de question, justement, qu'une question de réponse. Une théorie scientifique passe par de nombreux états. Donc au début, c'est juste une idée, c'est juste une hypothèse. Et puis, si cette hypothèse est soutenue par des observations systématiques qui viennent la confirmer, au point de pouvoir prédire les résultats de l'expérience, alors seulement elle est érigée au rang de théorie acceptée par la communauté scientifique. Et encore, je fais court. Et c'est tout, finalement. Elle peut être remise en question à n'importe quel moment. C'est toute la beauté de la chose. Si d'autres observations à un moment donné viennent invalider ou nuancer la théorie, ce qui peut arriver n'importe quand, particulièrement à cause de l'évolution des moyens technologiques qui permettent de conduire les observations, l'ancienne théorie est tout simplement remplacée par une nouvelle, comme pour la gravitation et la relativité. Et bien sûr, ça paraît évident, mais il faut le dire quand même, la nouvelle théorie doit avoir respecté la rigueur imposée par la démarche scientifique avant de remplacer l'ancienne. Il ne suffit pas de venir décréter comme les créationnistes qu'on ne croit pas à la théorie de l'évolution des espèces par la sélection naturelle pour remettre en cause l'évolution. Il faudrait que la nouvelle théorie soit vérifiée systématiquement, puis qu'on puisse en prédire les résultats, ce qui est exactement le cas pour la théorie de Darwin. Donc ce qui m'intéresse et me passionne dans la démarche scientifique, c'est justement la simplicité et la modestie de l'approche. On s'attaque aux problèmes les uns après les autres, en tout petit bout par tout petit bout, en toute humilité. Et tout papier scientifique est soumis à une revue critique par des pairs, donc par d'autres scientifiques spécialistes du domaine avant publication, pour limiter au maximum les risques de dérive. Toute affirmation, toute prise de position doit être supportée par des travaux antérieurs, eux-mêmes revus par des spécialistes avant publication. Bref, la science fait tout ce qu'elle peut pour constituer sa formidable somme de savoir, tout en évitant les biais et les raccourcis existants dans d'autres disciplines. Et évidemment, comme partout, il y a des dérives de temps en temps, mais la science prend en compte dans sa démarche les faiblesses humaines, donc le découragement, l'optimisme qui fait qu'on veut croire à d'autres résultats que ce qu'on observe, l'hypergénéralisation, le fait de croire que voilà, tout le monde sera d'accord avec un postulat qu'on a, la paresse, l'asservissement au pouvoir, l'envie d'avoir raison, le besoin de reconnaissance, le besoin de se démarquer, bref, tout ça est inclus finalement dans la rigueur de la démarche. Qui prévoit des garde-fous et qui rendent la science aussi intègre que possible en soumettant notamment toute hypothèse à une pensée hyper critique. C'est-à-dire qu'on part du point de vue qu'on va se planter en gros, plutôt que de partir du point de vue qu'on aura raison. Et puis on sait d'emblée que c'est exactement comme ça que ça va être révisé par les scientifiques spécialistes du domaine. Ils vont rien laisser passer. Donc dans cet esprit-là, si tout peut toujours être mis en question, je pose la question une nouvelle fois, est-ce qu'on peut parler de preuves? Donc à part les publicitaires, si on y pense, qui est-ce qui parle de preuves scientifiques aujourd'hui? Pas grand monde à vrai dire, en tout cas
pas les scientifiques. Si tu tapes preuves scientifiques dans Google pour voir, tu seras super étonné, quoi. Le résultat est surprenant. Il y a de tout, sauf une définition. Il y a même pas un article sur la notion de preuve scientifique dans le Wikipédia en version française. Ah bon? Donc, Alors là, je viens de taper preuve scientifique dans Google. Bon, il dit, là je suis tombé sur un lien, la preuve scientifique. La preuve sert à établir qu'une chose est vraie. Mais bon. bien. Écoute, ouais, je suis en train de regarder en diagonale. Par Il y a à exemple, là boire je et à lis, tous manger. m'ont dit que la preuve scientifique ne sera jamais la reine des preuves. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Ouais, alors là, je ne sais pas qui dit ça, mais on est d'accord, effectivement. Ouais, ma conclusion, c'est qu'à part les publicitaires, bah, c'est essentiellement les médias qui parlent de preuves scientifiques par simplification, et puis la justice également quand elle commissionne des experts. Mais je pense que tout ça est un abus de langage, même pour une preuve de paternité par analyse ADN. C'est-à-dire tout ce que permet la démarche, au fond, c'est d'exclure certaines hypothèses. On peut être sûr à 100% que Maurice n'est pas le père de Benjamin, mais la démarche peut conclure, dans l'autre sens, à une très forte probabilité de filiation, peut-être même supérieure à 99%, 99% pour nos amis français, entre, bah, je ne sais pas, Pierre et Benjamin. Mais même dans ce cas-là, la notion de preuve scientifique est un raccourci de langage. Une notion qui serait plus correcte, ce serait de dire une probabilité statistique extrêmement élevée. Voilà, ouais. Voilà. On peut toujours trouver plus élevé, quoi. Il y a plus élevé que 99%, 99,1, 99,2%. Donc, toute preuve de ce type-là pourrait toujours être invalidée par une probabilité statistique encore plus élevée. Une probabilité de 100% en science, ça n'existe pas. Mais d'ailleurs, dans la médecine, quand on va chez le médecin et on lui dit, écoutez, j'ai mal au dos, ça me fait mal là, qu'est-ce que j'ai? Il va pas nous apporter une preuve irréfutable qu'on a la maladie X. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il sait qu'il y a une probabilité assez élevée de gens qui ont mal dans le dos, qui ont telle maladie ou telle pathologie, et il va se baser sur des faits statistiques finalement. Il va pas dire voilà, c'est la maladie I, c'est la maladie X, c'est la preuve que c'est la maladie X. Il va dire non, il y a 85% des gens qui ont mal dans le dos de la même manière que toi, qui ont telle pathologie, donc tu as probablement cette pathologie. Ouais, c'est exactement ça. Et ça encore, c'est si c'est un bon médecin, parce que d'autres vont te dire que non, t'as rien du tout, parce qu'on voit pas de symptômes sur les radios. Ouais, ça, c'est un autre débat, quoi. Bah, qui est un peu lié en Ouais, fait. ouais, c'est C'est vrai. un peu ce qui a inspiré ce thème, parce que moi j'entends parfois dire autour de moi que la science est arrogante, qu'elle est la seule à prétendre détenir la vérité. Ça vient en général de la part de personnes qui ne sont pas concernées directement par la science, qui ne sont pas particulièrement exposées, pas particulièrement passionnées, pardon, mais qui sont justement exposées à travers les médias ou à travers la médecine à cette notion de scientifiquement prouvé. Et puis le but de ce dossier, bah, c'était un peu de réhabiliter cette pauvre science qui est souvent malmenée, puis qui au fond n'est qu'une démarche, quoi, sans doute la meilleure que l'humanité ait trouvée jusqu'ici pour capitaliser au fil des générations les sommes de connaissances qu'on n'aurait jamais pu acquérir en une seule vie. Il y a pas besoin, grâce à cette démarche, de repartir de zéro à chaque nouvelle hypothèse. On peut s'appuyer sur des travaux existants, puis on sait qu'ils ont été vérifiés, que c'est fiable, qu'on peut y aller. Donc bref, moi je pense qu'il y a des scientifiques arrogants, évidemment, il y a des êtres humains arrogants, les scientifiques n'y dérogent pas, ça ne fait aucun doute. Il y a des médecins qui se croient omniscients et qui font bien sentir à leurs patients qui détient le pouvoir et le savoir et qui n'y connaît rien. Mais ça, c'est pas de la science, ça c'est juste de la bêtise humaine, une notion à ne pas confondre. Et puis ben, Mathieu, je crois qu'on va tout faire pour s'atteler au fil des numéros du podcast à démontrer que la science, c'est pas ça, c'est pas de l'arrogance, c'est pas de la bêtise. Au contraire, la science, c'est passionnant. Ouais. Et ça peut être drôle. On va essayer de trouver des sujets drôles aussi, une fois ou l'autre. Bah moi, je veux peut-être rebondir sur ton dossier. Bon, on va essayer d'éviter de parler de preuves irréfutables dorénavant dans nos podcasts, parce que sinon, Sinon, ça va pas passer le comité de censure. voilà, ça va pas passer le comité de Je censure. veille. Non, moi, je rebondis un petit peu parce que j'ai vu une vidéo il y a quelques jours assez sympa. En fait, dans cette vidéo, il y a une personne qui s'appelle Phil Plait qui apparaît. Et en fait, pour ceux qui connaissent pas Phil Plait, c'est le créateur d'un blog scientifique et d'astronomie qui s'appelle Bad Astronomy. Donc c'est un blog en anglais et ce Phil Plait a pas mal de succès avec ce blog dans le monde anglo-saxon.
Et en fait, on le voit dans une petite vidéo de 4 minutes, on la publiera sur le site, dans laquelle il explique pourquoi la science c'est important. Donc, je vous laisserai regarder la vidéo parce que je trouve qu'il le fait d'une manière assez convaincante et il va le faire beaucoup mieux que moi. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que, ben voilà, dans la vie de tous les jours, on est entouré d'appareils, par exemple, comme des téléphones portables, des ordinateurs, des écrans de TV, qu'on utilise quotidiennement. Et en fait, tous ces appareils, c'est de la science. Il y a de la science derrière. Et ce qu'il nous dit, ce qu'il essaye de nous dire, c'est que voilà, la science, elle est partout. Elle nous entoure en permanence, elle est partout. Donc, ce serait dommage de l'ignorer finalement. Et en fait, la science nous explique un peu notre réalité dans laquelle on vit et nous aide à la comprendre. Et, et donc, ce serait vraiment dommage de l'ignorer. Donc, il nous incite à aimer la science, à essayer de se poser des questions, pourquoi certains phénomènes se passent d'une manière et pas d'une autre, d'essayer de faire des observations pour justement, comme tu en as parlé avant, essayer de valider une théorie, sans pour autant que ce soit une preuve irréfutable, mais voilà, il nous encourage à ça. Donc j'ai trouvé sympa ces 4 minutes, c'est en anglais, j'ai malheureusement pas trouvé une version traduite en français, mais je crois que c'est assez clair, et lui, c'est un type super passionnant, et je trouve que ça allait bien pour ce premier podcast, parce que ça illustre bien pourquoi nous, on a aussi voulu faire ce podcast. C'est parce que voilà, nous on voit la science, en tout cas moi je la vois tous les jours, je vois une voiture rouler, je m'imagine comment ça fonctionne une voiture, je vois un ordinateur, je m'imagine comment ça fonctionne un ordinateur, et voilà, des phénomènes naturels aussi, tout ça. Donc bah voilà, on va publier cette vidéo. Je sais pas si tu l'as vue toi, cette vidéo, Alan. Oui, oui, moi je l'ai vu, j'adore ça, quoi. Ça, c'est une espèce de modèle absolu. Moi, j'aimerais bien pouvoir parler de la science comme il en parle. J'ai été confronté en fait à ce thème il y a pas longtemps en parlant avec des collègues de notre projet de podcast. Puis il y en a un qui me dit ouais, mais bon, au fond, la science, ça sert à quoi dans la vie de tous les jours? Puis je me suis retrouvé un petit peu embêté. J'ai dû quand même réfléchir 2 minutes et puis tout ce que j'ai réussi à sortir. Non, en fait, la question avait été un peu plus précise. C'était la théorie de la relativité. À quoi est-ce que ça sert dans la vie de tous les jours? Il m'a fallu un petit moment quand même pour sortir le GPS, qui effectivement est Il, un il- système il génial. en parle d'ailleurs, Phil Plait, je crois, dans cette Ouais, vidéo. absolument. Ouais, ouais. On en a tous un dans la poche aujourd'hui, puis sans les corrections minimes sur le décalage euh, qui est induit par la vitesse à laquelle tournent ces satellites autour de la Terre, eh ben, on aurait une différence dans les coordonnées de quelques 750 mètres par jour. Donc en gros, le GPS sans comprendre la théorie de la relativité, ça ne peut pas fonctionner. Bah, il m'a fallu un moment, puis j'ai pas été super convaincant. Je suis encore pas sûr d'avoir convaincu mon collègue aujourd'hui. Ouais, je Bah, pense que si on s'entraîne encore un peu et puis qu'on arrive au niveau de Phil Plait qui en fait presque un poème, quoi. Tu bois ses paroles, c'est génial. Tu te rends compte à quel point la science, effectivement, est partout, à quel point elle fait partie de notre quotidien et à quel point tout ça est merveilleux. c'est un peu pour ça qu'on fait ce podcast, justement, pour essayer voilà, de montrer que des phénomènes tout bêtes de la vie quotidienne, finalement, derrière, il y a toutes des théories scientifiques, il y a de la science derrière, quoi, dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on utilise, tout ce qui se passe. Et voilà, on va essayer d'expliquer tout ça d'une manière assez simple. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, toi, sinon, pour cette première émission. Ah, écoute, moi j'avais encore un petit sujet dont je voulais parler, mais je vais le garder pour la semaine prochaine si on a le temps, parce qu'on s'est fixé comme objectif d'essayer de pas trop dépasser la demi-heure, sinon voilà, les podcasts d'une heure, c'est un peu décourageant. Je lâche juste le sujet, comme ça va inviter les gens à réfléchir. Les gens qui se lavent les mains se sentent moralement supérieurs. Voilà, Ah, à bah, méditer d'ici la semaine prochaine. bah ça, bah voilà, Et- c'est un sujet sympa, ça. Ouais, 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 effectivement. Mais sinon, bah, je vais en rester là pour mes interventions, histoire qu'on dépasse pas trop. Par contre, toi, tu peux pas en rester là, tu as encore quelque chose à nous dire. Alors moi j'ai encore quelque chose à vous dire, effectivement. On a décidé pour ce podcast de terminer chaque émission, chaque épisode, avec une petite citation, une quote comme on dit en anglais. Alors une citation liée à la science. Alors on a repris cette idée aussi du podcast de Niptech, qui eux avaient introduit cette idée de quote aussi à la fin de chacune de leurs émissions.
Ouais, on peut dire que c'est un petit clin d'œil à C'est un Niptech petit clin d'ailleurs. d'œil. On a trouvé l'idée bonne, donc on la reprend. Bon, j'ai remarqué que Nictech, ils sont un peu moins rigoureux là avec la quote, il me semble. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ce que je trouve Il y a un peu de dommage, laisser aller. Ouais. ce que je trouve dommage personnellement, moi je trouvais bien, donc je les invite à relancer un peu plus cette histoire de quote. Mais bon, ça c'est leur problème, quoi. Mais moi je trouvais sympa. Le message est passé. Non, t'as raison, il faut militer un peu. Elle était bien cette quote. Donc, bah, nous, on reprend un peu cette idée de quote. Alors là, j'ai une première quote pour ce premier épisode. Alors, pour la petite histoire, cette quote, en fait, le thème, ça vient d'une dissertation que j'avais fait quand j'étais à l'école. Ok. Alors, bon, j'étais pas très fan des dissertations, j'aimais pas trop ça, mais il y en a une dont le thème m'est resté parce que justement, c'est un thème lié à la science. Alors, c'est un thème en fait, c'est François Rabelais qui avait dit ça. Donc, j'ai juste regardé avant sur la Wikipédia quand il a vécu Rabelais. Donc, il est né en Rabelais. 1494 et il est mort en 1553. Donc, c'est pas Ouais. tout récent, ça fait un bail. Et ce qu'il a dit, François Rabelais, il a dit la chose suivante. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ouais, c'est magnifique. Alors, Magnifique. alors ça m'est resté parce que c'était justement un des sujets de dissertation que j'avais eu qui m'est resté, j'avais trouvé bien. Alors voilà, à méditer quoi. Moi, je pense que la science en elle-même, elle est neutre. On peut pas trop. C'est plutôt les applications qu'on en fait qui peuvent être bien ou moins bonnes, mais la science en elle-même, elle est neutre. Après, faut voir ce qu'en font les industriels. Type- Ouais, les industriels ou les autorités, il y a eu des horreurs pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont été faites au nom de la science. Moi, je pense que cette phrase, elle est plus vraie que jamais, quoi. Comme si Rabelais avait pu imaginer les dérives de la manipulation génétique. Ou C'est, c'est, c'est- on voit la fission nucléaire. Ouais, Par ouais, exemple, ouais. en soi, la fission nucléaire, c'est une découverte merveilleuse. Ça a des applications dans le monde de la médecine super importantes, mais par contre, on peut aussi faire des bombes atomiques avec. Et ça, c'est un peu Exactement. moins drôle. Ouais. Donc, à méditer. Ah, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. voilà. Magnifique. Bah, c'est superbe comme quote pour un premier podcast, pour ce premier podcast sur la science. Alors, bah, c'est gentil, mais je crois qu'on arrive un petit peu au bout là du premier épisode, non? Ouais, écoute, je crois qu'on a dépassé allègrement 40 minutes là. Si Ouais, on... on n'arrive pas à se tenir à la demi-heure, il n'y a pas moyen. On on y arrivera, on y y arrivera. arrivera. On papote beaucoup, on zappe d'un sujet à l'autre. Il va falloir qu'on se discipline un peu, ma foi. On apprend quoi, on est tout bébé dans le domaine, on peut que s'améliorer. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce premier numéro avec toi, Mathieu. Moi aussi, j'espère que j'ai été clair. Et bah, je suis déjà impatient de faire le deuxième la semaine prochaine. Ouais, moi aussi. J'espère que d'ici là, on aura reçu du feedback de nos millions d'auditeurs en délire. Donc, on va publier le podcast sur le site que je rappelle, il s'appelle podcastscience.fm. Ouh, là, on va peut-être la refaire. Attends, podcastscience.fm. Voilà. Et vous retrouverez aussi des news sur Twitter et sur la page Facebook. Ouais, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tombe sur un truc qui nous paraît intéressant, ben, on va le publier sur Twitter et sur Facebook. Le podcast sera aussi publié sur iTunes. Donc, si vous avez iTunes, vous pouvez faire une petite recherche et le trouver et vous abonner. Voilà. Comme tu dis, voilà. Donc, ben, merci Alan pour ce premier épisode. Euh, Ben, merci à toi, Mathieu. je te souhaite Et une puis, bonne non. semaine et on se voit la semaine prochaine pour la deuxième émission. Exactement. D'ici là, bon retour à Barcelone. Ben, merci bien. Je repars demain. Là, je vais avoir un long voyage, mais ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Ça roule. Bonne route. Allez, à Et bientôt. ciao, bonne Ciao. semaine.